is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? What truth? Salut tout le monde, bienvenue dans le 3e épisode du podcast de Saï et Mandou. Salut Mandou. Salut Saï. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'éducation. Oui, aujourd'hui on va parler d'éducation et on va prendre pour illustrer nos propos, aujourd'hui on va prendre une œuvre de Malcolm Gladwell. Pardon. Bien vu. C'est un essayiste canadien et on va prendre une de ses œuvres qui s'appelle Outliers. Qu'il a écrit en 2008, je crois. Ouais. En 2008. Et donc, cette œuvre, elle se base beaucoup sur... pour juste simplifier, ensuite on expliquera plus, on rentrera plus dans le détail dans la conversation. Mais ça parle de l'opportunité de s'exercer et de la fameuse théorie des 10 000 heures. Mais pour avoir l'opportunité de s'exercer, il y a des conditions qui doivent être réunies et il explique comment la réussite elle est liée à l'opportunité de s'exercer. Exactement. Mais avant tout, on va, pour rentrer dans le vif du sujet, on va nous introduire notre éducation à nous. Ouais. Comment on a grandi et nos expériences par rapport à pas que le système d'éducation, mais plutôt dans sa globalité, c'est-à-dire ce qui nous lie à l'éducation, la culture, et comment c'était à la maison au quotidien quand on était jeune, quoi. Et comment on va essayer de faire ce lien entre la maison et l'école, le système scolaire, c'est-à-dire cette éducation à quel point ces deux éducations-là sont liées. Si on va vous parler de l'équilibre familial au niveau de la présence des parents dans l'éducation de leurs enfants, qui fait que à l'école, ça peut accentuer leur réussite. Du coup, pour parler de nos parcours, est-ce que tu veux commencer, Mandou? Bah ouais, je vais commencer. Franchement, j'ai eu un parcours on ne peut plus classique, dans le sens où je suis né en France, donc j'ai tout de suite intégré le système d'éducation en France. Oui. Quand j'étais jeune, j'avais pas forcément de recul sur le système d'éducation en France. Donc, tu le consommais, quoi. Quand j'étais vraiment maternelle, primaire, t'as vraiment pas spécialement conscience, tu vois, de l'éducation, c'est-à-dire d'apprendre, en tout cas à l'école. Ouais. Donc après, c'était différent à la maison. À la maison, j'étais plutôt en mode... j'avais quand même mes parents derrière moi, j'avais quand même une structure pour m'apprendre le français, pour m'apprendre la langue, pour m'apprendre les mathématiques. Donc j'ai eu quand même une aide à la maison quand j'étais jeune. Oui. Ensuite, le tournant, en vrai, pour notre génération à nous, je pense, c'est vraiment l'introduction à Internet et à l'outil informatique. Ouais. Pour le coup, on en reviendra un peu plus tout à l'heure sur l'importance des générations et l'importance d'un moment donné dans l'histoire, en fait. Ouais. Mais cet outil informatique, moi, j'ai eu un ordinateur en 6e. Donc, c'était en 99. Donc, en 1999. J'avoue, c'était il y a longtemps déjà. Hein. Damn. Ouais, c'était... Donc, il était dans ma chambre, en fait, l'outil informatique. Donc, en fait, j'avais un accès à l'ordinateur constant. Vraiment, aux prémices d'Internet. C'est-à-dire, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais un modem qui pouvait réveiller toute la maison. J'ai tourné au 56K, mais toi-même, tu sais, ça tournait pas à 56K. Ton ordinateur, quand tu l'allumais, de toute façon, il allait réveiller tout le monde. Je tournais sur Windows 95. Premier jeu vidéo, première expérience informatique. Après, à l'école, t'avais la techno, quoi, au collège. Donc, tu touchais à un outil informatique, mais bon. Tu vois, genre la techno, ça arrive. Tu faisais des circuits. Ouais, où tu faisais des montres avec un CD ou un classeur à partir de plastique, tu vois. C'est les trucs que j'ai fait, moi. Ouais. Mais sinon, en termes d'utilisation de l'outil informatique, on était quand même aux prémices, du coup, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Ça utilisait la disquette. Les profs n'étaient pas nécessairement Les profs n'étaient pas formés. Ouais. Et en plus de ça, moi, je me rappelle, dans ma classe, il n'y avait pas grand monde qui avait un ordinateur. Ouais. Et il n'y avait pas grand monde qui savait utiliser l'outil informatique. Mes parents, ils l'ont mis dans ma chambre, entre autres, parce que de base, ma mère utilisait un ordinateur, mais sans plus, tu vois. Elle n'avait pas un outil, c'était pas une utilisation de malade pour elle. Donc, ils l'ont mis dans ma chambre. Et moi, j'en ai trouvé l'utilité de ouf. Et du coup, ça m'a permis tout de suite de, tu vois, déjà aux prémices de pouvoir
utiliser l'économie de partage dont on a parlé précédemment, mais en vrai, c'était intéressant de pouvoir partager déjà avec des plateformes comme Napster pour la musique. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est considéré comme du piratage et pas forcément légal. Mais aux prémices, c'était vraiment super intéressant de pouvoir Ouais, partager oui. comme ça. Donc moi, mon éducation, elle a vraiment turn up à ce moment-là. Je parle d'éducation par rapport à l'apprentissage et par rapport aux connaissances. Ouais. L'éducation, chez moi, c'était super cool. Ouais. J'avais des sessions de dictée, des sessions de mathématiques. Il fallait que j'apprenne absolument les tables de multiplication par cœur. Ouh, je me rappelle de ce traumatisme. Et ça, c'était sévère, tu vois. Ça, c'était sévère. Mais par contre après, à partir du moment où il y a eu l'introduction de l'outil informatique, bah, mes parents ils m'ont vraiment laissé explorer au max, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. On sait ce que c'est aujourd'hui, quoi. Ouais. Bah, Et toi? moi, c'est paradoxal. C'est le contraire, moi. Ouais. J'ai pas eu. J'ai connu un PC, ouais, peut-être aux alentours de 98, 99, mais c'était pas mon PC, c'était chez quelqu'un. Niveau éducation, moi, par exemple, j'ai pas fait la maternelle, donc j'ai commencé directement au CP. J'ai appris à lire au CP. Et sinon, plutôt classique, mais plutôt, j'avais. Alors, moi, je suis pas né en France, donc Voilà, je suis né ouais. en Guinée, en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui connaissent pas. Collé au Mali, au Sénégal, un très beau pays, pour ceux qui veulent y aller pour le tourisme. Et donc, l'éducation là-bas, à l'école, c'était plutôt à l'ancienne. C'était vraiment. Les bases sont très importantes, que ce soit les mathématiques, que ce soit la langue, que ce soit l'écriture, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué en arrivant en France à 13 ans, que j'avais une avance sur les gens à ce niveau-là. Surtout que je suis arrivé, j'étais en ZEP directement. Donc j'avais vraiment l'extrême. J'étais dans une des meilleures écoles de mon pays en, En Guinée? en Guinée. Et j'arrive en France et je suis en ZEP, quoi, à La Île Rose. C'est vrai que ça change la donne. Ouais. Mais du coup, moi, le PC, j'ai connu la première fois, c'était chez un cousin. J'ai joué à Doom. Ça devait être 99 aussi. Mais j'ai pas connu Internet avant peut-être 2001, 2002. Ouais, c'est ça. En plus, il faut remettre enfin, à l'époque, l'outil informatique, enfin aujourd'hui en vrai aussi, tu vois, mais sauf que l'accès à Internet est bien plus facile Ouais, aujourd'hui. oui, bien Mais à sûr. l'époque déjà, si tu avais un ordinateur, bah à part jouer, Oui. ce qui prenait quand même beaucoup de temps, mais si t'avais pas Internet, alors là ton ordinateur Ah oui, il était encore plus. Mais c'était encore à l'époque où c'était un outil tellement innovant Ouais, bien sûr. que tu pouvais encore te suffire à. Ouais, te suffire à totalement. Ouais, tu pouvais juste allumer ton Ouais, PC Windows oui, bien sûr. 95, jouer à des mineurs. Ouais, aujourd'hui, même le jeu, t'es obligé d'avoir Internet pour jouer, genre, pratiquement. Donc, en vrai, c'est possible que. Enfin, c'est pas possible, mais c'est plutôt à l'époque, t'allumais ton ordinateur, tu jouais à Tomb Raider ou tu jouais Ouais. à n'importe quoi. Bon, bah, Ça t'avais te pas suffit- besoin d'Internet, ça Bah, suffisait, oui, effectivement. Vu qu'on ne connaissait pas Internet, on savait pas ce qu'on manquait, quoi. On connaissait c'est pas vrai. cette immensité Moi, vu que j'ai que. eu Internet rapidement, tu vois, Ouais, j'ai vraiment gratté mes parents pour avoir tu vois, les abonnements à l'ancienne AOL et trucs comme ça, Ouais. avec tes 25 pauvres heures, ou après 50, après tu fais du hors forfait, ça emmène des factures de malade. Les jeunes générations, ils vont pas connaître ça, bon, heureusement d'ailleurs, mais ça partait en cacahuète. Hein. Genre, clairement, je me faisais embrouiller de ouf parce que je restais des vrais 1000 heures, tu sais. ouais. Genre, Ouais, tu laisses ton PC tourner parce que tu télécharges. Ah ouais, je suis à l'école, je télécharge, mais le PC il tourne en 24. Si à l'époque on minait, tu sais. Ouais. Ouais, Si, bah, ouais, ce serait. c'était même. Sans parler de l'époque Emule. Donc, ouais, non, Ah, mais voilà. pour en revenir, du coup, moi, mon premier PC, ma première connexion à Internet, il y avait en Guinée, à Conakry, il y avait un centre culturel franco-guinéen, tu vois, où il y avait plein d'œuvres d'art, il y avait une salle de théâtre, et il y avait des ordinateurs où on pouvait venir se connecter à Internet et pouvoir genre, aller sur Yahoo, on se créait des adresses mail, on explorait Internet. Mais personne n'avait un PC à la maison et encore moins une connexion Internet à la maison en Guinée, tu vois. Ouais, Surtout bah à ouais. Conakry, tu vois.
dans les entreprises, ouais, en ville, il y avait, mais Oui, bien sûr. Ouais. Bah, déjà, par rapport à la stabilité de l'électricité, ouais, voilà. c'est Donc, compliqué c'était- d'avoir Internet. Et du coup, j'ai pas. Et dans mon collège, on avait des PC, on avait des cours d'informatique, ce qui était quelque chose de très innovant en Guinée à ce moment-là. Tu vois, je te parle de 2001, 2002. Ouais, bien sûr. On avait des cours d'informatique. On avait, je sais pas si tu connais, ça s'appelait Tap Touche, je crois. Quelque chose comme ça. Où, tu sais, c'était un jeu où tu devais positionner tes mains sur le PC, tu devais apprendre Ça à me dit taper. quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et donc, et niveau éducation, moi, quand j'étais en Guinée, c'était Je crois très, qu'on en faisait aussi à l'école ici. c'était très suivi, tu vois. T'allais à l'école coranique le matin, ensuite t'allais à l'école nationale, si tu veux, l'école française la journée. Quand tu rentrais le soir, tu retournais à l'école coranique. Et en plus, t'avais un prof. Contrairement à ce qu'on pense, le rythme, il est, Ouais. il est pas lazy là-bas. Ah non. Et en plus, le soir, quand je rentrais, j'avais un prof qui venait chez moi pour me donner des cours, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'était On en un. reviendra après, mais c'est vrai, moi, à la fac, ceux qui m'impressionnaient le plus, c'était, Ouais, en termes de savoir, ouais. c'était les étrangers. Ouais, bah oui. Clairement. Parce que eux, en fait, c'est plus une C'est- vraie valeur du savoir. Tu En vois fait, ce que je veux dire oui, en fait, c'est et, plus ouais, exactement, la valeur du savoir. Ils peuvent même ils te quantifient, tu sais, Ouais. tu vois ce et que je c'est veux dire. une, Il y a un vrai rapport. une utilité pratique, tu vois, limite, tu vois. Parce Ouais, bien que sûr. il sait que il est là pour limite pour une mission. Tu vois ce que je veux dire Il y a ce Plutôt côté-là, mais il y a que- aussi le côté vraiment euh, à- l'envie d'apprendre, tu Ouais, vois. bah oui. Vraiment l'envie Bah d'apprendre. oui. Parce que nous, en fait, nous, on trouve que le savoir, c'est comme on le voit plus comme un privilège. Ouais, dans la Il est société, dû, c'est tu vois ce que je banalisé, veux mais dire c'est surtout Ouais. maintenant, le savoir, c'est presque. Tu sais, c'est réservé aux érudits, quoi. Ouais. C'est genre à l'élite et le reste, ils n'ont pas besoin de savoir de toute façon, puisque ils ont le savoir dans la poche, Ouais. soi-disant. Enfin, c'est pas soi-disant, effectivement, il y a le savoir dans la poche, mais ils n'ont pas besoin de réfléchir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Aujourd'hui, on vit dans une société, enfin, je trouve en tout cas, on vit dans une société où le savoir, il est vraiment délaissé totalement, quoi. Ouais. En fait, on a juste des. En fait, maintenant, c'est pas tant le savoir qu'il y a des codes à respecter, tu vois. Il y a si tu prétends être intelligent, il y a des sujets que tu peux aborder et des sujets que tu peux pas aborder. Tu vois ce que je veux dire je veux dire au terme dans les sphères publiques. Tu vois ce que je veux dire Ça veut Ouais. dire Ah oui, bien que, sûr. en fait, tout. Je trouve que c'est limite, comme tu dis, les érudits, tu vois. On les prétend érudits parce qu'ils répondent à certains critères, tu vois. Il faut surtout pas Ouais, mais qu'ils. justement, en fait, c'est toujours la question d'image. Ouais. Et aujourd'hui, bah, la question d'image dans les médias, forcément. Parce que tu as des gens qui sont considérés comme des grands penseurs, des gens qui apportent à la société, mais qui sont dans le fond totalement, ne serait-ce que sans être c'est-à-dire, bêtes, pour Ouais. dire les choses comme elles sont, qui sont totalement influencés, manipulés, ou au contraire, sciemment, veulent défendre une idée qui, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que l'idée, elle est pas bonne, mais ils ont un intérêt, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors qu'en vrai, le savoir, normalement, tu vois, je compare ça un peu aux informations, tu vois. Les informations, quand on était jeune, bah, le mec, il prenait les informations et il lisait les informations, quoi. Aujourd'hui, bah, il se pose le matin, il écrit plus les informations, il raconte sa vie. Il Et, réagit à et, l'information. et ouais, voilà, ils réagissent à l'information qu'ils veulent. Et derrière, tu vois, mais ça c'est une question, c'est un autre C'est un sujet. autre sujet. Mais Ouais. c'est pas par rapport à la critique, c'est plutôt au traitement de l'information. Ouais. Et dans l'éducation, le traitement de l'information, c'est aussi important. Et donc, ouais, pour en revenir du coup à l'éducation, enfin, après, une fois que je suis arrivé en France, c'était un rythme complètement différent. J'étais sans mes parents, donc j'avais personne derrière moi, du coup. C'est vraiment ce truc où Après, cette éducation-là, ça te permet une certaine autonomie. Du coup, j'étais très autonome. Du coup, l'essentiel de mes études, j'étais plus ou moins tout seul et j'ai fait mes choix tout seul, tu vois. Et donc, ça pose ça pose cette question du rapport de l'éducation et de l'accompagnement familial. Donc, et ça, c'est un des premiers sujets qu'on veut aborder dans ce podcast. C'est l'importance de l'éducation, autant à la maison que dans le milieu scolaire. Pour rappeler à nos auditeurs, bien sûr, on prend toujours en référence notre sujet d'aujourd'hui à l'œuvre
De Malcolm Gladwell, Ouais, exactement. Outliers, un livre sorti en 2008. Vous retrouverez toutes les informations dont on va traiter dans le livre, bien sûr, bien plus développé, et surtout, euh, notre réflexion vient à la suite de la lecture Voilà, de ce livre. c'est le livre qui a provoqué cette discussion. On n'est pas là en train de citer des morceaux du livre, etc. Justement, on veut que vous vous intéressiez à ce livre, que vous le lisiez et que ça va ouvrir votre esprit sur d'autres chemins d'éducation à vous aussi. Et donc, pour le premier sujet... Donc, le premier sujet, on va parler donc, déjà de l'importance de l'éducation à la maison. Comment, quand l'implication des parents l'implication dans des l'éducation. parents. Donc, dans le livre de Outlier, justement, il y a une théorie qu'ils évoquent, c'est cette théorie où il y a eu des études sur plusieurs enfants qui étaient considérés comme des, je mets des guillemets, génies, parce qu'ils avaient des QI élevés, etc. Et donc, ils ont été suivis pendant des années. Et le résultat de cette étude était que les enfants dont les parents étaient très présents dans leur vie, avaient des diplômes universitaires et étaient des gens éduqués, bah, ces enfants-là ont pu accomplir leur potentiel. C'est-à-dire que ils ont pu avoir plus de diplômes, ils ont pu avoir des hautes fonctions, etc. Et tous les enfants qui faisaient partie d'une classe sociale inférieure ou moins aisée, dont les parents n'avaient pas nécessairement le temps ou l'éducation de mettre leurs enfants au centre de leur objectif de tous les jours, bah, ces enfants-là ont pas pu, ont accompli des choses, mais n'ont pas accompli les mêmes choses parce qu'ils n'étaient pas aussi indépendants, parce qu'ils n'étaient pas aussi sûrs d'eux-mêmes dû à leur éducation. Donc on va développer cette théorie-là avec Mando. Par rapport à notre expérience aussi. Et c'est vraiment un point que je trouve vraiment charnière dans l'enfance, aussi par rapport à mon enfance, par rapport à l'enfance que j'essaye de faire vivre à mes enfants. Ouais. Mais je pense que ça, c'est une clé de voûte très jeune. Ça veut dire, c'est pas quelque chose qui doit intervenir, tu sais, quand tu es au collège, Ouais. ne serait-ce qu'au collège. Tu vois. C'est sûr. C'est pas que c'est trop tard. Ouais. Bien sûr, il faut continuer de le faire, mais c'est dans la plus tendre enfance qu'il faut s'impliquer dans l'éducation des enfants. Mais une fois de plus, on parle d'éducation dans sa globalité. Ça veut dire, bien sûr, les règles du savoir-vivre, les règles de bienséance, c'est important. C'est pas la question. Mais il y a d'autres choses dans la vie qui sont aussi bien plus importantes pour l'enfant. Parce que les règles de bienséance, la société va se faire une joie de l'apprendre à l'enfant plus tard, il n'y a pas de souci. C'est sûr, d'une façon. Mais par contre, l'apprentissage, l'envie de l'accès au savoir, et ne serait-ce que parce que c'est corrélé à plein de choses derrière. Si tu as envie d'apprendre, bah, tu as envie d'apprendre sur plein de sujets différents, mais ça va t'apporter de la joie de vivre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on te l'apprenne. Ouais, faut qu'on l'encourage. Si tous les matins, tu sors de chez toi, et chez toi, et d'ailleurs, il n'y a pas de blâme ou pas de critique, hein, c'est genre chacun sa vie. Hein. Ouais. C'est juste que c'est une réalité. Des fois, chez toi, par X ou Y raison, bah, tu n'as pas d'accès au savoir, tu n'as pas quelqu'un qui t'inculque de faire la démarche, tu vois, etc. Donc, tu sors le matin, tu es un peu, entre guillemets, livré à toi-même, et tu es un enfant, tu vois. Genre, on revient... je parle pas de mecs qui ont 17 piges. Hein. Ouais, bah oui. Et du coup, après, bah, bien sûr, entre guillemets, la vie est belle parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, qui ont personne et qui ont réussi à s'en sortir par leur expérience et parce qu'ils ont vécu au quotidien. Mais en vrai de vrai, ce serait quand même cool que la société, elle fasse quelque chose, tu vois, pour justement, même plus pallier à quelque chose, mais au contraire, donner du pouvoir, tu vois, genre à une génération qui est vraiment très jeune et qui a cette capacité, parce qu'ils sont enfants, tu vois, ils sont modelables, à changer très vite. Si demain, on prend tous les enfants du monde et on leur donne une éducation suédoise, bah, je parle dans la technique, je parle pas dans la langue ou autre chose, mais ne serait-ce que dans les outils, tu vois. Les outils, on en parlera après, mais c'est super important. Tu vois, genre, et les parents, c'est bien sûr que c'est une base importante. Quand tu es à la maison et que tu peux, tu vois, t'as ta base de l'école et qu'à côté de ça, tu peux l'alimenter avec une autre base qui est souvent, pour l'élite,
1000 fois plus importante que la base de l'école. Ouais. Même si on prend la meilleure école de France, si tu prends un élève de la meilleure école de France, pour pas citer hein, les écoles de Paris, Louis le Grand ou quoi que ce soit, Oui. tu l'amènes à la maison, bah, la base de connaissances à la maison est bien plus grande Ouais, que celle à que l'école. celle à Louis le Grand. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est pas des clichés, c'est une réalité et en vrai on s'en fout. Mais c'est juste à partir du moment où on prend conscience de certaines choses, c'est là où on peut modifier les choses. Si on n'est pas conscient des choses, que ce soit qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et c'est vrai pour tous les sujets, hein, les sujets drôles ou les sujets graves, mais si tu as conscience des choses, bah c'est là où tu peux modifier les trucs. Tu vois. Bah oui, en Mais fait, même quand tu es élève, tu vois ce que je veux dire, à ton échelle à toi. bah en fait, tu sais, c'est le même rapport limite en tant que pour les profs comme pour les parents. C'est déjà accepter le challenge parce que c'est un challenge d'éduquer ses enfants comme ça. Tu vois ce que je veux dire? D'accepter qu'ils se posent des questions, qu'ils te posent des questions sur l'éducation que tu leur donnes. Qu'ils ont... Tu es d'accord avec moi que c'est corrélé aussi à ne serait-ce que de la philosophie humaine par Bien rapport sûr. à l'adulte. Bien sûr. En tant qu'adulte, toi, tu te rends compte que tout le monde a ses défauts. On ne parle pas de perfection, la Ah oui, perfection n'existe pas. Mais par contre, tu vois, dans l'éducation, en tout cas notre expérience à nous, elle fait que on voit la différence entre quelqu'un qui a eu une éducation, Oui, bah oui. l'accès à l'éducation, et quelqu'un qui ne l'a pas eu. Tu vois. Bien sûr. Même comme tu parlais d'accès à l'éducation et de récompenser. En fait, c'est tes enfants, ils ont besoin. J'ai pas d'enfants, hein, donc je parle souvent comme les mecs qui n'ont pas d'enfants. Du coup, je Tu peux pense. le transposer facilement. Ouais, du coup, je pense que en fait, il faut récompenser les bonnes choses chez ton enfant très jeune pour qu'il n'ait pas peur de valoriser ces choses-là dans la vie, tu vois. L'empathie, il faut la récompenser. Si ton enfant il a envie d'apprendre, il faut récompenser. Il faut lui donner envie d'apprendre. Et je ne parle pas d'apprendre dans le sens où il faut lire des livres, où il faut réciter des dictées, etc. C'est un tout en fait. C'est un tout. C'est apprendre la langue c'est déjà. apprendre le monde. S'apprend n'importe quelle matière, ça apprend de 1000 façons différentes. Et Indépendamment de ça, en vrai, t'as raison. apprendre le partage aussi. Parce que, en fait, c'est Exactement. très jeune. Même, souvent, on a ce truc entre fratries. Dans les fratries, on a souvent cette concurrence, Ouais, etc. moi, je suis fils unique, du coup, j'ai pas connu ça, mais je vois très bien. Ouais, qui est lié à vouloir l'amour des parents ou à vouloir rendre fiers ses parents, mais qui est rarement lié au fait de vouloir être la meilleure version de soi-même, tu vois. Et ça, c'est très important parce que si les parents placent l'importance dans s'améliorer, de travailler sur soi, l'enfant, il va être à la recherche de ça. Si on met l'accent sur la concurrence et être le meilleur, c'est ce qu'il va chercher. Puis il y a tout ça dans l'amour, bien sûr. Ouais, tout ça dans l'amour et l'empathie. Bien sûr, on n'est pas en train de vous parler de perfection. Il n'y a pas de perfection. Non, la Le perfection but, n'existe pas. c'est d'essayer d'inculquer ça parce que on va aussi vous parler dans la même théorie. Il y a une autre, dans le livre, il y a un psychologue qui a suivi 12 familles pendant plusieurs années, donc 12 familles de plusieurs classes sociales, etc. Et il essayait de savoir si il y avait différents types d'éducation selon est-ce qu'il y avait des parents plus cool, est-ce qu'il y avait des parents qui sont tout le temps sévères, il croyait qu'il y aurait peut-être 7 ou 8 types d'éducation, mais au final, après plusieurs années, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait que 2 types d'éducation. C'est-à-dire l'éducation que les parents aisés donnaient à leurs enfants et les parents moins aisés donnaient à leurs enfants. Donc, je m'explique. Ce qu'il disait, c'était que pour les parents aisés, ils voyaient que les enfants avaient souvent d'énormes plannings. À chaque fois qu'ils s'intéressaient à un truc, les parents essaient de développer un talent, essaient de développer une passion, essaient de cultiver ça, de les pousser à dire ce qu'ils veulent. Et en fait, ça développait une certaine intelligence pratique au quotidien qui permet des enfants qui sont plus indépendants, mais qui n'ont pas peur de parler aux adultes, qui n'ont pas peur d'affirmer leur personnalité dans une pièce. Ce sont des choses qui sont très importantes dans la vie professionnelle plus tard, alors que les enfants moins aisés, ils ont, pour leurs parents, c'est-à-dire si ton enfant, il danse beaucoup, il veut faire du théâtre, il fait tout le temps des shows à la maison, bah pour les parents, c'est juste ce que les enfants font. Ce n'est pas une passion, c'est pas quelque chose à explorer. Ouais, Du coup, certes, ça crée des enfants du coup plus indépendants, mais ça crée surtout des enfants qui pensent que ce que eux ils aiment ou ils veulent, c'est pas très sérieux. Il y a que ce que les adultes veulent qui est sérieux. Du coup, ça crée, donc dans le milieu professionnel, ou dans la vie de tous les jours, ça crée des gens qui ont plus du mal à s'affirmer par rapport à l'autorité,
ils sont très soumis à l'autorité, alors que justement, si on parle encore de cette critique de ce système, de ce monde dont on parle, créer des enfants qui sont capables de résister à l'autorité quand ils pensent que c'est pas juste et qui sont assez fiers de leur personne, Affirmés, ils sont affirmés affirmés. exactement pour pouvoir critiquer l'autorité quand elle est mise en place. Et c'est ce qu'on voit avec cette nouvelle génération, Bien justement, sûr, c'est ça. qui C'est ne pour dit ça, pas entre oui à tout. guillemets, que certains politologues ou autres ont, entre guillemets, foi en la nouvelle génération. Ouais, Parce que, justement, ils sont imprégnés de cet esprit-là. exactement. Bien sûr que la pauvreté existe encore et elle tape encore peut-être plus ou autant qu'avant. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait absolument rien dans la poche. Aujourd'hui, on a toujours un téléphone dans la poche, on a toujours accès à quelque chose, on a toujours un outil qui nous permet de faire quelque chose. Ouais. Communiquer, s'instruire. Par X ou Y raison, d'ailleurs, on peut s'instruire. Ça peut partir du futile jusqu'à du peer-to-peer Et surtout, par Harvard gratuitement. je pense qu'il faut aussi enlever ce truc, comment on appelle ce prix. C'est comme s'il y avait une royauté au savoir, tu vois, ce privilège de savoir, comprendre qu'il n'y a pas de meilleur savoir qu'un autre, tu vois. Et c'est là où Internet vraiment réagit bien. Voilà. C'est vraiment là. C'est la, en fait, et là on en revient aussi, tant qu'aux parents qu'aux profs, qu'inculquer aux enfants que l'apprentissage c'est le plus important. C'est la volonté d'apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre, tu vois. Mais si tu, par exemple, on a tous connu ça, surtout notre époque où c'est les lycées où t'as que certaines filières, tout le monde veut parquer ses enfants dans les mêmes filières pour se retrouver dans les mêmes trucs, pour créer tous des mecs dans les banques, dans l'assurance, Parce qu'on etc. voulait tous des Jeff Bezos, tu Pour vois, des métiers des futurs qui Jeff n'existeront Bezos. pas dans 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Au lieu Ouais, bien sûr. d'apprendre aux enfants à justement à être malléables, tu Mais vois, je à pense vouloir que apprendre de... je pense que c'est là où on devrait, enfin, où l'intervention de l'État est primordiale. Parce Bah que oui. pour l'apprentissage d'un nouveau monde ou d'un monde qu'on aspire, forcément, il faut on appelle ça une réforme parce que le mot fait très politologue, mais en soi, il faut changer des choses. Ouais. On peut pas laisser des classes de 32 élèves Bien sûr. qui ressemblent aux classes du début, fin du 19e, début du 20e Ouais. siècle. Et sans même parler déjà... Et encore, hein, avant... j'ai vu des photos de classe de Charlemagne Ouais. où les tables, elles étaient plus ergonomiques. Parce que les planches étaient orientées. Ouais. Tu vois. Donc en vrai, franchement, c'est un peu abusé quand même. Non, mais en fait, c'est de... En fait, parce qu'on va aussi On dit parler ça des parce qu'on profs... par notre expérience, on a, nous deux aussi, travaillé dans un lycée. On a été surveillants dans un lycée et on l'a vu de nos propres yeux pendant quelques années. C'est très structurel. On parle pas de la médiocrité des profs parce que franchement, pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'est pas la médiocrité des profs qui intervient dans la médiocrité du système d'éducation. Pas du tout. C'est très structurel. Hein. C'est le problème de ne pas avoir changé la façon d'enseigner depuis bientôt, si on continue, on va passer sur les 150 ans. Et surtout, un truc qu'on doit aussi regarder en tant que civilisation ou pays, c'est d'être des civilisations qui ne mettent pas autant de priorité dans l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire, on peut parler de budgétiser plein de choses, mais je pense qu'une des choses les plus importantes dans un pays, c'est l'éducation de ces jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bien la sûr. future génération. Donc, on peut... Quand on Si voit tu qu'il y a regardes- des en vrai, écarts si tu regardes d'éducation... tout de suite les grands méchants du monde, et c'est des vrais méchants, je parle de Hitler ou Staline ou des choses comme ça, Ouais. ils ont tout de suite pris cet angle-là, c'est-à-dire éduquer la plus jeune enfance, surtout Staline, pour vraiment les formater. Mais sauf que on a bien vu que c'était une technique super efficace. Ouais. C'est prouvé. Sauf qu'aujourd'hui, on rentre dans un monde où il faut vraiment comprendre que c'est pas parce qu'on utilise un outil ou parce que ça a été vu avant. Si on prend la même technique, mais dans l'empowerment, le positif, dès le plus jeune âge, c'est pas une barrière d'apprendre 3 langues en maternelle. Et ça fait pas de l'exception française moindre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et pourtant, dans une maternelle classique, t'apprends pas 3 langues. Ouais, mais
on en revient au fait que si l'éducation est la priorité, tu fais le budget pour que l'éducation Ouais. est la Après, priorité. si Tu vois ce que je veux tu dire? vois, nous on est intéressés, si vous regardez les budgets du gouvernement, enfin le budget de l'État, pardon, chaque année, faut tourner les pages pour voir l'éducation nationale. Hein. Et on comprend le ras-le-bol des profs. Parce que, en fait, on a une attente et on voit très bien, parce que si tu es aisé, les gens qui sont vraiment aisés, ils envoient leurs enfants en école privée. Ensuite, ils leur payent des. Qui n'est pas forcément plus efficace, Qui n'est parce pas- qu'elle est structurée de la même façon, sauf si tu pars dans l'élitisme. Exactement. Moi, je te parle justement de ceux qui sont dans l'élitisme. Oui, je te mais parle après, de tu vois. si quelqu'un il est vraiment assez aisé, Et il puis- voit même pas l'école publique comme une option pour ses enfants, tu vois. Sauf si, tu vois, en l'occurrence, on parle quand tu es au PE, etc. Tu as une certaine confiance dans l'école qui est autour. Mais quand on parle de ceux qui sont. Parce que j'ai connu des gens qui étaient dans ces classes sociales-là. Ouais, bien Leurs sûr. enfants n'ont jamais été à l'école publique. Ensuite, les écoles supérieures qu'ils ont fait, c'est des écoles qui sont payées à 20 ou 30 000 euros, que la plupart des parents ne peuvent pas payer. Ouais, bien sûr. Donc, ça crée une question. Si on avait un système scolaire qui est aussi fort, pourquoi les gens qui sont aisés sortent leurs En fait, ce que enfants je de cette comprends- ce que je éducation-là? comprends pas, bah, déjà, il y a plusieurs points, tu sais, mais on en a déjà parlé avant. Premièrement, j'ai déjà dit dans un podcast précédent que les bonnes théories, elles sont là. Les Ouais. bonnes théories, elles sont Eh, bien sûr. comme le livre qu'on traite aujourd'hui, ou bien il y a plein d'autres théories, même chez nous, qui sont très positives, mais c'est juste on les applique pas pour d'autres questions. Ouais. Mais maintenant, pour rentrer dans l'éducation en France, on se rend compte même que dans l'élitisme, il y a un problème. Parce que tu regardes le classement des universités en France, des écoles en France, Ouais. c'est pareil. Tu tournes les pages pour voir les universités en France. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui veulent venir étudier en France parce qu'on a une réputation qui nous précède. Tu vois. Ouais. Mais il y a des gens qui ont même dit que les énarques, en fait, ils sont formatés à apprendre par cœur. Nous, on a fait du droit, on l'a vu en droit. Enfin, on est loin du système californien. Et bien sûr, je suis pas en train de dire que le système californien il est mieux ou moins ou Ouais. meilleur ou moins bien, pardon. Mais c'est juste que on l'a vu, c'est des systèmes super archaïques d'apprentissage. Voilà. Et c'est élitiste, c'est-à-dire dans le sens où il y a pas t'as pas d'aide. Alors là, aujourd'hui avec le Covid, n'en parlons pas. Mais il n'y a pas d'aide spéciale. Alors que tu te rends compte que derrière, tu as des systèmes comme du peer-to-peer de chez Harvard gratos. Ouais. Tu restes chez toi et tu peux inculquer ça à tes enfants. Pas le peer-to-peer de Harvard, mais la démarche. Tu vois. Ouais. La démarche d'apprendre comme ça. Et là, on rentre tout de suite dans le sujet qui nous est très cher, l'économie de partage. de tout simplement. partage et le savoir. Et ça commence par l'école. Ça commence, donc, on parlait la dernière fois du système de notes. On parlait de l'extrême concurrence que les enfants ont à l'école, qui fait pour eux, qui leur apprend que le savoir est une arme, c'est-à-dire que c'est un truc que je peux utiliser contre mon prochain plutôt que quelque chose que je peux partager avec mon prochain pour qu'on avance tous ensemble. Du coup, ça crée. Donc, on en revient que dans le système scolaire, on aimerait bien parler de comment on pourrait changer ne serait-ce que le système de notation. Ensuite, ne serait-ce que l'organisation des classes, comme on parlait précédemment, donc qui est encore comme si tu étais à l'usine avec un chef devant vous que vous devez écouter. Très jeune, on vous apprend qu'il ne faut pas bouger, que vous ne pouvez pas juste écouter, votre instinct, tu ne peux pas rigoler, tu peux pas. Si ton ami est galère en cours, qu'il est stressé, qu'il n'y arrive pas, bah, tu n'as pas le droit de l'aider, tu es obligé de le laisser tout seul. Puis surtout, t'as un sentiment de concurrence Oui, totale. bah dans le oui. sens où si tu dis, bah, s'il s'écrase, à la fac, c'était totalement ça. Ouais. S'il s'écrase, bah, c'est une place pour moi. Exactement. Mais alors qu'en vrai, on s'en rend compte rapidement en université de droit. Ça marche comme ça. Il y a un Ouais. sens comme ça, mais il y a tellement peu de place à la fin qu'en vrai, c'est pas ça qui va donner. Mais en C'est fait- pas parce qu'il y en a un qui s'écrase en première année, alors que t'es 850 dans l'amphi et les 3/4 assis par terre, que derrière, en troisième année, tu vois, ils sont 150, 100. Bah, tu la vois, fac, genre, la tu fac le de vois droit, très c'est bien. un bon exemple de l'hyperconcurrence. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon exemple un endroit, un système qui veut créer que des avocats. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas en fac de droit, c'est droit et médecine, c'est les endroits où tu as le plus d'élèves en première année. Tu as 1200, 1300 élèves. Et
Et au final, en L3, ils sont quoi? Ils sont 500, tu vois ce que je veux dire? Et encore. Même pas. Même Ça pas. dépend des universités, mais en vrai, franchement, pas beaucoup. Hein. Alors que ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas forcément tous faits pour le droit. C'est juste que la façon dont le droit a enseigné depuis des années, c'est où tu comprends comment ça marche et ça peut marcher. Ou tu comprends pas dès le début et c'est impossible. Genre. Ouais, bien C'est sûr. impossible parce que c'est pas quelque chose que tu peux juste faire à moitié, quoi. Et donc et on parle et aussi on peut aussi parler du système de notes. Ouais, bien sûr. Du- En fait, c'est toujours pas dans la bonne démarche, dans le sens où c'est pas de l'empowerment de noter un enfant 2 sur 20, tu vois, pour lui dire, bah voilà. Et en plus, avec, tu sais, les bonnes petites remarques sur le côté, tu vois. Alors que c'est une démarche négative. Alors que dans l'éducation, c'est prouvé qu'il faut avoir une démarche positive. Bien sûr. Et d'ailleurs, à tout âge, tu t'en rends compte même en tant qu'adulte. Tu vois, genre, si tu cries sur quelqu'un et que tu t'énerves sur lui, bah ça va pas changer grand chose. Alors que si derrière bah tu lui montres une forme d'amour dans le sens de l'empathie comme tu dis, bah tout de suite c'est plus efficace. Et c'est trop marrant parce qu'en travaillant dans un lycée, on a vu que à quel point les profs sont dépassés et que même si c'est une théorie qu'ils aimeraient appliquer, en fait, ils ont tellement d'élèves, il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'autres petits feux à éteindre que tu n'as parfois même pas le temps d'appliquer ce genre de pédagogie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Parce que il n'y a pas le budget, les classes sont pas organisées, les profs, ils savent très bien qu'ils ont 1 heure pour enseigner à 30 élèves, 35 élèves, à différents rythmes, avec différents parcours. Exactement. Et à la fin, ils ont en plus la pression de finir un programme. C'est même pas est-ce que tes élèves ils ont compris le programme toute l'année, c'est même s'ils galèrent plus sur un programme, c'est pas le problème. À la fin de l'année, nous, Bah, il y on a veut la juste- sanction, parce Ouais, qu'on a, bah oui. dans le sens littéral du terme, même à l'université on appelle ça te sanctionner, tu Ouais. vois. Bah, la sanction c'est la note. Ouais, Alors que la vraie démarche, la démarche positive, c'est il y a la sanction, il n'y a pas de finalité en fait à l'apprentissage. Il n'y a pas de apprendre, ça, c'est la seule finalité, c'est soit t'apprendre quelque chose, soit c'est-à-dire t'enrichir toi-même, soit l'apprendre à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est-à-dire partager ton savoir, tu vois. ouais. Et après aujourd'hui dans les nouvelles générations, on le voit totalement, tu vois. Mais dans les générations précédentes, nos parents et même nous, et je parle pas des aïeuls, mais c'était compliqué. Bah oui. Mais c'est trop marrant parce que là, en parlant de partage de savoir, ça n'a rien à voir, mais on va juste faire une parenthèse de 3 minutes dessus. Tu sais, quand on parlait de GameSpot, comment dire, des actions qui ont été achetées Oui, bien sûr, grâce à Reddit, voilà, grâce à un groupe Reddit. grâce à Enfin, je un veux dire, groupe là, on est dans une mesure qui est totalement démente par rapport à, à la puissance de base du Ouais. système financier. Tu vois. Ouais, Et là, on se rend compte qu'en fait, un bunch de mecs se sont réunis sur Reddit. Après, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est un vrai groupe de base et tout. Ils ont une vraie communauté. ouais, mais eux, ils font ça depuis des années, où ils Exactement. partagent des Ouais. inside infos, ils partagent des... Ça a buzzé parce qu'il y a Elon Musk aussi qui s'est inséré dans Ouais. le même créneau au même moment. Mais en vrai, tu sens que la nouvelle génération, elle n'est pas du tout imprégnée des mêmes préceptes que ne serait-ce que nous. Tu vois. Exactement. Et ça fait plaisir. Après, le problème, c'est quoi? C'est un peu le contre-pouvoir de ça. C'est vraiment le système archaïque. En fait, L'investissement, et je parle pas en argent, je parle vraiment en nature, en amour, en ce que tu veux, dans l'ancien système, tu vois. Oui. Et continuer à investir, acheter une chaise par-ci, une chaise par-là, une table droite par-ci, une Ouais. table droite par-là qui, de toute façon, dans 3 mois, elle est pas droite. Enfin, tu vois, genre tout ça, c'est genre l'élève, le lycéen, quand il rentre dans sa classe, on l'a bien vu, il s'en fout que la table, elle soit pas droite. Mais je veux dire, c'est pas du tout. Tu le passes de cet état-là à une classe en Suède, tu vois. Bah, bien sûr que le mec, il voit le changement totalement, tu vois. bien sûr. Mais, Il voit le prof, il écrit avec son doigt sur le tableau, il se dit, ouais, mais c'est comment? mais moi, je pense que c'est ce qui provoque un vrai choc générationnel parce que, encore aujourd'hui, la plupart des gens qui enseignent à cette nouvelle génération sont des gens de l'ancienne génération. Ou les gens qui Oui, sont mais après, aux tu as commandes toujours des. Bah, tu vois, nous, on a ces pensées-là parce qu'il y a eu des précurseurs aussi dans les anciennes Bien- générations. Non, mais ce que je veux- tu vois. Ce que je veux dire, c'est que, sans parler des extrêmes, en général, il va y avoir un clash de trucs. Toujours. Parce que les Toujours. mecs, Mais il y aura parce toujours que tu as meilleur- été formé Il est à... toujours meilleur que le système auquel nous, aujourd'hui, on aspire. Ouais, Tu vois. oui, non, mais Mais
Après, Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a un vrai clash entre deux modes de pensée. Un mode de pensée qui était, on respecte Ouais, mais le système. si on tu s'y- regardes, c'est valable pour approximativement 100% des sujets pour lesquels on veut traiter. Ouais, mais c'est ça. L'économie de façon Mais générale, c'est ça que je veux dire. C'est que le la vrai- façon de traiter les gens. Enfin, tu vois. Exactement. C'est que là, on est en train de rentrer dans une génération qui est plus empathique, qui se pose plus de questions, qui Mais n'accepte qui pas est plus juste... anxieuse. Exactement. Et elle a raison en un sens d'être anxieuse, dans le sens où elle a accès à tout, comme on l'a dit, à toutes les informations. Donc dans les informations, elle a le savoir, mais aussi les informations, Ouais. l'actualité, ce qui se passe dans le monde, le réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, tu peux être d'accord ou pas d'accord. Et, À partir du moment où tu as accès à ça, bah forcément tu peux être anxieux, tu vois. et moi, ce qui me fait peur un peu par rapport à, justement à cette nouvelle époque, c'est qu'il y a tellement de savoir que maintenant, ça devient... Autant il y a plein de savoir, autant c'est difficile de trouver le bon savoir. Tu vois ce que je veux dire? Il faut maintenant le travail Bien qui est, sûr, il mais il est reste l'école, tu voilà. vois, en vrai. C'est pour ça que l'école est très Normalement, il reste encore importante. Parce que l'école, si bien sûr. l'école fait... En fait, Internet maintenant fait le travail que l'école devrait faire, tu vois. Ça, avant, tu Bah, pouvais elle fait pas tout aller le travail. au tu vois. CDI ou à la bibliothèque pour Ouais, trouver... mais elle tu vois fait, ce que je veux elle dire? fait encore pas tout le travail. Ouais, non, mais pas tout le travail. Mais Parce que ne serait-ce que tu vois, dans l'éducation basique, et puis même après, tu vois, tu peux trouver dans certains établissements, et pas forcément l'élite, tu vois, mais dans certains établissements, tu peux quand même trouver un certain fil conducteur de ta scolarité, tu vois, Ouais, qui va faire que bah, tu vas un minimum prendre plaisir, tu vois ce que je veux dire. ouais, bah... Après, c'est une question de chance. Ouais. Question de sur quel prof tu tombes, sur quelle filière tu prends, dans quel lycée t'es. Bien sûr. Et ça, c'est ça le problème. C'est que Et donc, normalement, ce côté positif devrait être lissé. Tu vois ce que je veux dire. Et donc là, on en revient donc sur l'opportunité de s'exercer, qui est une des choses les plus importantes pour... C'est un des plus gros facteurs de réussite. C'est pas tant... Souvent, on se pose la question, comment ça se fait que telle personne a pu accomplir telle ou telle chose, etc. Et on se rend compte que... en fait, alors, dans le livre Outliers, il commence par une théorie qui est... il y a un historien qui allait à un match de hockey sur glace au Canada Ouais. et c'était la finale d'une coupe et sa femme regarde la date de naissance des joueurs et elle se rend compte que tous les joueurs sont nés à 1 ou 2 mois d'écart Au début de l'année. au début de l'année. Donc, ce qui Et est... en fait, ça s'explique de Ouais. façon très simple. C'est-à-dire que dans les ligues de hockey au Canada, en fait, ils jouent par année. Donc, ça veut dire chaque année jouent ensemble. Et en fait, les enfants qui sont nés le 31 décembre de telle année jouent avec les enfants qui sont nés le 1er janvier de la même année. Ouais. Donc, en fait, forcément, en termes de développement à cet âge-là, bah, ceux qui sont nés en début d'année sont bien plus développés que celui qui est né en fin d'année. Ouais. Quand on le voit très bien, ça peut aller très vite sur une année quand ils ont cet âge-là. Ouais. Et du coup, bah, les mecs, ils l'ont vu tout de suite. Ouais. Et souvent, les parents pensent souvent que c'est un retard qui peut se rattraper. Quand tu vois que ton enfant il a des problèmes. Et c'est un principe qui est applicable à l'école aussi. Les petits retards que les enfants ont à l'école parce que ils sont pas intéressés ou ils comprennent pas, Ça ne etc. se rattrape pas. Et les parents pensent souvent que ça se rattrape, mais cet écart-là, c'est prouvé que cet écart-là, il s'allonge avec les années. Ça attrape dans l'heure. Mais sinon- Exactement. Et du coup, bah, ça crée une certaine forme d'avantage qui permet aux gens, donc, du coup, bah, d'avoir une meilleure réaffirmation, d'être sélectionné pour une meilleure équipe ou d'être choisi pour une meilleure classe. Ensuite, donc, de pouvoir avoir plus d'heures pour s'exercer à telle ou telle pratique. Donc, si tu fais du hockey sur glace, donc, tu seras dans l'équipe 1. Ensuite, tu feras plus de tournois. Du coup, tu auras beaucoup plus d'heures d'entraînement que la personne à côté de toi. Et pareil pour le système, et pareil pour dans le milieu de l'éducation. Donc on peut même parler de Bill Gates. Oui, bien sûr. On va vous parler succinctement et vous irez vous lire le livre pour Ouais. totalement développer la théorie. Mais Bill Gates, par exemple, c'était un enfant qui est arrivé à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, entre guillemets, par rapport, une fois de plus, à l'accès au savoir. Ouais. Et en plus de ça, il avait, Il était dans dans un des seuls lycées au monde qui avait un ordinateur. Exactement. Et à l'époque où un ordinateur c'était plusieurs millions. Où Oui. Malcolm Gladwell ne cite pas dans son livre, Oui. c'est que sa mère travaillait chez IBM. Ouais.
Ça Et, date, et oui, et son père était aussi un grand avocat, quoi. Voilà. Donc, Du coup, dans cette école-là, sans doute qu'il devait être plutôt cher, etc. Mais surtout, il aurait pu être dans plein d'autres écoles veut où il dire, n'y avait c'est que- pas voilà, exactement. d'ordinateur, Ce qu'on quoi. veut dire que Bill Gates, sans cet accès à ce moment-là, À ce serait moment-là. probablement intelligent, peut-être riche, mais ne Hein? serait pas Bill Gates. En fait, tout Exactement. simplement. Et en fait, le Bill Gates, à 17 ans, était un des meilleurs programmeurs du monde parce que de ses 15 ans à ses 18 ans, le mec a pu faire plus de 20 000 heures de D'où code. la théorie des 10 000 heures. En fait. Exactement. La théorie des 10 000 heures, pour la faire simple, c'est pour, comment dire, pour analyser et maîtriser un savoir, il faut 10 000 heures de pratique. 10 000 heures d'application de la matière, en fait, Voilà. tout simplement. Et Après, ça donne 20 heures par semaine sur 10 ans. C'est-à-dire, si on prend un enfant, c'est pas non plus... c'est pas très long, quoi. Après, il y a plein d'autres... Bien sûr, il y a plein d'autres petits c'est détails qui jouent. Ça ne veut pas dire que tu fais 10 000 heures, tu es sûr d'être Exactement. je ne sais pas qui. Une fois de plus, on Ça est veut pas des juste robots. dire que tu deviens bon à une tâche au bout de 10 000 heures. Très bon à une tâche en général au bout de 10 000 heures. Exactement. Maintenant, après, il y a tes influences, il y a ta sensibilité, plein de choses qui peuvent faire que tu t'appropries Si ton tu fais 10 utilisation. 000 heures de quelque chose que tu Voilà. n'aimes pas, Voilà. ce sera 10 000 heures différentes que 10 000 heures de quelque chose que tu adores. Exactement. Mais ça joue énormément. Et dans l'éducation, ça joue énormément. Et du coup, donc, pour le rapport avec l'éducation, c'est donc ce système scolaire justement qui qui crée une concurrence où on laisse passer plein de talents parce qu'ils n'ont pas été bons au bon moment. Du coup, ils n'ont peut-être pas eu l'opportunité de s'exercer comme la personne à côté. Mais c'est de comprendre que il faut qu'on leur offre ces chances-là, l'opportunité de s'exercer. Exactement. Tout le monde devrait l'avoir et ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pas plus que quelqu'un d'autre arrive à Oui, accomplir une tâche. en fait, il n'y a pas de... Le mot concurrence, c'est pas le bon... Enfin, c'est le mot utilisé dans l'éducation. Mais c'est... En fait, le partage est bien plus important Bien sûr. qu'autre chose dans le savoir. En fait, Ouais. d'ailleurs, on l'a compris. Ce qui est bizarre, le paradoxal, c'est qu'on l'a compris depuis la nuit des temps. Exact. Bah, c'est Puisque- pour ça qu'on a créé l'école, j'ai Exactement. envie de dire. Premièrement, et puis même, on a aussi, en Grèce antique, je veux dire, les sages étaient ensemble et partageaient le savoir. Tu vois ce que je Bien veux dire? sûr, mais Bien même, sûr, ils se le partageaient entre même eux. aux hommes de Cro-Magnon, il y en a bien un Exactement. qui a En fait, appris aux autres ça revient à faire la une idée flèche. très simple. Ouais, Voilà, ça que je veux bien dire. sûr. Mais en fait, oui. En tout cas, pour souligner l'œuvre Ouais. de Malcolm Gladwell, ouais, c'est que sa théorie, elle expose vraiment le côté, l'opportunité ouais. d'appliquer son savoir, quoi. C'est Exact. vraiment ça. L'accès à l'opportunité, l'accès au savoir, non mais surtout l'accès à l'opportunité de s'exercer. l'opportunité de s'exercer, exactement. Chercher l'expression. L'opportunité de s'exercer, c'est vraiment très important. Et on le voit très, très simplement dans notre société aussi. Il y a des enfants qui exercent un savoir précis depuis très jeune, parce qu'ils adorent, Ouais. et pas autre chose, et qui ont une capacité bien plus forte que d'autres personnes. Bien sûr. Et on le voit dans tellement de domaines. On le voit dans. Bah, c'est un truc qu'on peut voir surtout chez les sportifs. Je pense que chez les sportifs, c'est très visible. Aussi, Chez les musiciens, c'est l'endroit où c'est le plus difficile à quantifier. non, mais tu vois. tu vois, Ils ont montré aussi, que- c'est une expression d'un sentiment aussi, Voilà. c'est différent. Mais dans le livre, vous pourrez retrouver des exemples trop intéressants. Vous pourrez retrouver l'exemple des Beatles, qui est un exemple très intéressant. Vous pourrez retrouver l'exemple justement de Steve Jobs Ouais, aussi. vraiment, Donc, ils prennent beaucoup, il y a plusieurs études dedans. Bon. Franchement, c'est un ouvrage vraiment Bon. Outliers. de Malcolm Gladwell. Ouais, Gladwell. C'est un New York York Times Times, best-seller. Tous ces livres sont des best-sellers. Donc, Même ses autres livres. Voilà. Strangers, il y a plein d'autres livres. Je pense qu'on parle. On pourra en parler des Voilà, heures, on exactement. On parlera en parlera d'autres livres, je surtout, pense, on en parce qu'il y a parlera. plein de choses qui sont intéressantes. Voilà. Donc, alors, c'était le 3e épisode de Ça y est, It Mandou. is the world C'était un plaisir de vous that has avoir. been pulled over Merci, your Saïd. eyes to blind Merci, you from Mandou. the truth. À la prochaine. À la prochaine. What truth? Malcolm Gladwell.